Savez-vous ce qu'est la musique à programme? Lorsque nous écoutons la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, écrite en 1830, nous pouvons distinguer 5 parties. Rêverie, un bal, scène au chant, marche au supplice et songe d'une nuit de sabbat. En fait, la symphonie fantastique raconte l'histoire d'un jeune musicien qui tombe éperdument amoureux d'une jeune fille. Il rencontrera de nombreux événements qui le feront pleurer, jalouser, rire, danser. En réalité, cette symphonie est ce qu'on appelle une musique à programme. Simplement, elle raconte une histoire. La musique à programme est donc un type de musique dite narrative. Transposée à notre ère, nous pourrions la considérer comme la bande-son d'un film. Les instruments, les structures, les rythmes sont en général plutôt explicites dans ce qu'ils racontent. Par exemple, toujours dans le cas de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, lors des périodes de doute, nous aurons l'utilisation de timbales, l'augmentation du rythme et du volume sonore général, tandis que pendant les périodes de rêverie, le rythme sera plus lent, la mélodie plus douce. La musique à programme, tout comme la musique traditionnelle, possède une panoplie de sous-genres. Les plus mémorables sont donc la symphonie à programme, l'ouverture à programme et les poèmes symphoniques. Alors, les poèmes symphoniques ont la particularité de n'être composés que d'un seul mouvement, alors que les symphonies à programme suivent en fait l'ordre basique d'une symphonie. Pour citer quelques poèmes symphoniques célèbres, nous pourrions parler de Franz Liszt avec par exemple Mazeppa ou Hamlet, ou alors parler de Moussorgsky avec par exemple Une nuit sur le Mont Chaud. Ah ouais, j'avais les Alors, qu'est-ce que les ouvertures à programme? Alors ça c'est un petit peu particulier puisqu'en fait il s'agit d'ouvertures instrumentales dans des sous-genres comme par exemple l'opéra, l'oratorio ou la cantate. La musique à programme est apparue assez tôt dans le domaine de la musique. En effet, c'est à l'époque baroque que nous pouvons situer les premières œuvres à programme avec par exemple du Bach ou du Froberger. Nous pourrions ainsi parler du concerto pour deux harpes en do mineur du premier. Alors, il faudra noter que Froberger est considéré comme le créateur et l'inventeur de la musique à programme. Cela dit, rien n'est moins sûr, puisque comme pour la musique atonale, il n'y a pas de borne fixe. En fait, l'homme a toujours tenté d'exprimer ses sentiments, raconter des histoires dans ses compositions. En fait, à la base même de la musique se trouve la diffusion des sentiments. Ainsi, pouvons-nous vraiment considérer une musique comme une histoire? Au contraire, est-ce qu'une musique doit absolument avoir un début et une fin, donc avoir un rythme linéaire et d'histoire, comme par exemple la symphonie fantastique de Berlioz? Rien n'est moins sûr. Un point qui est assez intéressant à aborder dans cette vidéo, c'est de ne pas confondre en fait la musique descriptive avec la musique à programme. Parce que en effet, là où la musique à programme se contente de raconter une histoire dans sa définition basique, la musique descriptive incorpore des éléments externes, comme par exemple des chants d'oiseaux, des bruits de feuilles, de vent, de pluie. Parfois, la frontière entre les deux est extrêmement fine. En 1886, Camille Saint-Saëns écrit Le Carnaval des animaux. Camille Saint-Saëns s'amuse à reproduire les aptitudes physiques des animaux à travers ses instruments. Par exemple, pour l'éléphant, il va utiliser une contrebasse bien grosse. Pour sortir un peu de la parenthèse, en fait, on va juste se dire que la musique descriptive fait partie de la musique à programme. Cela dit, la musique à programme n'est pas essentiellement de la musique descriptive. À l'époque moderne, très peu de musique à programme. En fait, après la Première Guerre mondiale, cette fois-ci de la musique disparaît très rapidement. En réalité, il s'agit plus d'un moyen de dissocier la musique et la littérature qui étaient collées ensemble depuis des siècles. Mais dans ce cas, quel est le constat de la musique à programme? La finalité est extrêmement particulière, puisque maintenant la musique à programme est uniquement utilisée dans les jeux vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ce 3e épisode de Musicos vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti sur ce thème, qu'est-ce que vous ressentez sur l'ensemble de la chaîne. C'est extrêmement important pour moi de savoir qu'est-ce qu'il vous faut pas. N'hésitez pas à me conseiller également des sujets que je pourrais aborder s'ils sont intéressants évidemment. Je souhaite également remercier le forum Solitude avec un S à la fin pour m'avoir donné beaucoup de conseils et m'avoir vraiment dit qu'est-ce qu'il fallait que j'améliore, que je travaille. Voilà, parce que le premier épisode ne ressemble absolument pas au 3e épisode. Et ça, c'est simplement parce que le forum Solitude m'a empêché de m'enfermer dans un truc qui n'était pas bien en fait.
Solitude est un forum gratuit, participatif, fondé par Pouillou et par Dani Caligula. Donc n'hésitez absolument pas à aller vous inscrire, c'est que du bon, il y a des sujets extrêmement intéressants. Essayez de vous intéresser en fait à tout cela. Merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Tous les crédits, toutes les informations se trouvent dans la description, il y a quelques informations en plus. Voilà, puisque je ne peux pas faire une vidéo de 5 minutes où je raconte toute l'histoire de la musique à programme, donc il y a toujours un article en plus, et après une vidéo qui sort qui s'appelle le Retour, où en fait j'expose plus mon propre point de vue, puisque dans ces vidéos aussi j'essaye de rester neutre. Donc n'hésitez pas à aller la checker quand elle sortira, il y aura une annotation genre ici. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très prochainement. Tchuss!